dessus. Alors, attendez. Ça a commencé? Ça a commencé? Voilà, ça on l'avait déjà vu, donc ça c'est les premières secondes pour vous remettre en route. Ok. Donc le chef de file, c'est l'acétylsalicylique pour l'aspirine, enfin l'aspirine, chef de file des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et sauf que c'est un chef de file qui est à part, qui a des propriétés spéciales. Toujours est-il que l'aspirine, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, a et les AINS sont toutes, bon, tous, c'est pas la peine de se précipiter, excusez-moi, tous des propriétés en commun, la même propriété en commun qui est d'inhiber la synthèse des prostaglandines, enfin des prostanoïdes. Donc, les principales, les prostaglandines et le thromboxane A2 ont des propriétés physiologiques et physiopathologiques, et c'est un système qui est extrêmement logique dans la mesure où je vous ai mis là sur une série de tableaux qui se succèdent. À gauche, les propriétés physiologiques et ou physiopathologiques des prostanoïdes, et sur la colonne de droite, les effets qui résultent en rouge de leur inhibition et qui correspondent donc aux propriétés pharmacologiques de l'aspirine et des autres AINS. Donc là, vous avez un portrait d'Hippocrate, Hippocrate de Kos. Si vous avez la chance d'aller à l'île de Kos en Grèce, je vous conseille, parce que Hippocrate, il a fondé le premier CHU. Il ne reste plus grand-chose de CHU, mais il l'a créé. Il y avait pour les patients, il y avait pour les familles des patients, il y avait pour les étudiants. Il avait déjà pensé à tout 500 ans avant Jésus-Christ. Donc les prostaglandines, on retombe à notre sujet. Donc, propriétés très importantes. Premièrement, hyperalgésie. Ce qui veut dire que si on vous injecte sous la peau une petite quantité de prostaglandine, cela ne va pas vous faire mal. Si on vous injecte sous la peau une substance algogène qui déclenche une douleur, ça va vous faire un peu mal. Et si on associe prostaglandine plus autre substance algogène, là vous allez avoir très très mal. Donc ça entraîne une hyperalgésie. Les prostaglandines sont impliquées, sont des médiateurs en aval de la réaction inflammatoire et participent fortement donc aux signes cardinaux de l'inflammation qui ont été définis il y a plus de 2000 ans par Cornelius Celsius, douleur, rougeur, chaleur, édème, et puis Galien a rajouté ensuite la perte de la fonction. Et dans le même domaine, la prostaglandine E2, elle est produite par de nombreuses cellules de l'organisme, mais elle est présente en particulier au niveau de l'hypothalamus. Et cette prostaglandine E2, on va l'appeler pyrogène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous augmentez les concentrations de PGE2 au niveau de l'hypothalamus, eh bien c'est comme si vous tourniez le thermostat de votre fer à repasser. Ça indique à l'organisme, ne maintenez pas votre température à 37, mais faites tout pour la maintenir à 38, à 39, voire à 40. D'accord? Donc, la prostaglandine 2 fait augmenter la température corporelle par rapport à la valeur normale 37. Blocage des prostaglandines, propriété antalgique, c'est évident. On va parler d'antalgie périphérique, ça c'est simplement par opposition aux antalgiques que sont les morphiniques qui agissent au niveau du système nerveux central. D'accord ? Mais ça agit un peu partout. Je vous ai mis entre parenthèses les posologies habituelles de l'aspirine, dont la vraie DCI, comme vous le savez maintenant, est l'acide acétylsalicylique, et on en prend. Du moment que ce n'est pas précisé, c'est bien évident qu'il s'agit de l'adulte et qu'il s'agit de la voie orale. Si on augmente les doses d'aspirine, et pour la plupart des anti-inflammatoires non stéroïdiens, on va donc avoir cet effet anti-inflammatoire, c'est-à-dire pas seulement sur la douleur, mais sur les autres signes cardinaux. Et puis il y a des posologies, je vous ai regroupé ça parce que ça va ensemble, mais ça a la même posologie que l'effet antalgique. Eh bien l'aspirine et les autres AINS comme l'ibuprofène que vous connaissez tous,
le Brufen, l'Advil, que vous connaissez d'autant mieux qu'à certaines posologies c'est en vente libre, eh bien propriété antipyrétique. Cela fait diminuer la fièvre sans induire d'hypothermie. Que ce soit bien clair de ce côté-là. Donc ça, ce sont les principales propriétés pharmacologiques d'intérêt thérapeutique. Et puis il y en a une quatrième qu'il faut mettre à part et qui est un petit peu compliquée, et je vais essayer de vous en dire le minimum pour que vous compreniez ce qui se passe. L'agrégation plaquettaire, c'est un phénomène qui est très important dans l'hémostase primaire et qui sert à la coagulation, qui est absolument indispensable. Quand on n'a plus de plaquettes, le grand risque, eh bien, on est en risque d'hémorragie massive. Au niveau des plaquettes, par rapport aux prostanoïdes, il y a deux types de prostanoïdes qui sont impliqués dans les fonctions d'agrégation plaquettaire. Les plaquettes elles-mêmes ne possèdent que la cyclooxygénase de type 1 à l'état physiologique constitutif, et ce qui permet de produire le thromboxane A2 qui est agrégant plaquettaire, un puissant agrégant plaquettaire. Inversement, au niveau de l'endothélium vasculaire, donc qui tapisse les vaisseaux bien sûr, il y a de la COX-2 qui elle est présente, il y a aussi probablement de la COX-1, mais ce qui nous intéresse surtout là c'est la COX-2 qui est donc présente à l'état physiologique et aussi à l'état physiopathologique induite par l'inflammation, et cette COX-2 elle va produire la prostaglandine I2 ou prostacycline, c'est le synonyme, qui est le plus puissant à ma connaissance anti-agrégant plaquettaire endogène que l'on connaisse. Donc on a un système qui est en équilibre. D'un côté les pro-agrégants, de l'autre les anti-agrégants plaquettaires, et donc normalement l'agrégation plaquettaire joue un rôle important, surtout au niveau artériel, plus qu'au niveau veineux. Quand on donne de l'aspirine à faible dose, c'est-à-dire seulement 100 mg par jour, elle n'exerce pratiquement qu'une seule action, c'est au niveau des plaquettes, d'inhiber la COX-1. Et la particularité de l'aspirine qui n'est partagée avec aucun autre INS, c'est qu'en plus, l'aspirine inhibe de façon irréversible la COX-1. Ce qui fait que comme les plaquettes, elles ont perdu leur noyau, c'est des cellules stupides, elles ne sont pas capables de resynthétiser de la COX-1, et donc il faut attendre de nouvelles plaquettes pour produire du thromboxane A2. Vous comprenez ? Donc ça vous explique pourquoi, quand un patient a pris 100 mg d'aspirine, eh bien l'effet anti-agrégant plaquettaire, qui résulte donc du blocage du thromboxane A2, cet effet anti-agrégant plaquettaire peut durer plusieurs jours. À l'inverse, les médicaments beaucoup plus récemment commercialisés, que sont les coxibes, ceux qui sont des inhibiteurs sélectifs de COX-2, eh bien, vont bloquer essentiellement la prostaglandine anti-agrégante et vont donc promouvoir l'agrégation plaquettaire. Pour compléter ce schéma, quand vous augmentez les doses d'aspirine, à l'effet antalgique anti-inflammatoire, on peut avoir les deux actions, même s'il y a l'action anti-agrégante plaquettaire. Les flèches rouges, bien sûr, ça représente une inhibition, vous aviez compris. Donc, aspirine à dose moyenne ou élevée, vous avez un peu un effet éventuellement un peu anti-agrégant plaquettaire ou bien pas d'effet. Et surtout les AINS classiques, comme ils inhibent la COX-1 et la COX-2, grosso modo, on admet à la louche qu'ils ne modifient pas trop l'agrégation plaquettaire, d'accord, puisqu'ils agissent sur les deux COX. Donc si on reprend notre tableau avec les effets physiologiques et les propriétés pharmacologiques des médicaments qui bloquent les COX, on a donc l'aspirine à faible dose est le seul médicament qui inhibe la COX-1 et qui est anti-agrégant plaquettaire du fait de cette action, et on l'utilise très largement en chronique afin de prévenir l'infarctus du myocarde. C'est la pierre angulaire du
traitement anti-agrégants plaquettaires. Et en plus, c'est un traitement pas cher. À l'inverse, les inhibiteurs de COX-2, eh bien, on s'est rendu compte, après leur commercialisation, qu'ils pouvaient favoriser des thromboses artérielles, favoriser la survenue d'infarctus du myocarde, en tout cas augmenter le risque, et on l'explique au moins en partie par le fait que ça inhibe la COX-2, donc que ça favorise l'agrégation plaquettaire. C'est bon, c'est clair? Pas de questions là-dessus? Alors on continue nos rôles des prostaglandines. Au niveau du rein, il y a de la PGE2 et de la PGI2 qui jouent des rôles protecteurs importants, vasodilatation rénale, ça participe à une bonne diurèse, une bonne natriurèse et également d'élimination du potassium dans les urines. Les actions inverses sont des actions non désirées, plutôt délétères. On peut induire une vasoconstriction au niveau des artères rénales, et ceci, ce qui est très important, c'est le fait qu'il y ait des sujets à risque. Si vous prenez un INS, si vous prenez de l'Advil, les filles, quand vous avez des règles, prenez l'Advil, Dieu merci, ça ne vous induit pas une insuffisance rénale. Pourquoi? Parce que cet effet-là va surtout se voir chez des sujets à risque. C'est des sujets qui ont déjà une fonction rénale qui ne fonctionne pas très bien. Le diabétique, le patient qui a un lupus, l'athéroscléreux, etc. Les sujets âgés. Les sujets âgés sont les plus à risque d'insuffisance rénale aiguë avec les INS. Faites très attention à leur utilisation, surtout à forte dose, chez les personnes de plus de 65-70 ans. Rétention hydrosodée, parfois prise de poids, augmentation de la pression artérielle et plus ou moins associée à la baisse de la fonction rénale, qui se traduit, c'est pas écrit sur la diapo là, mais bien sûr qui va se traduire par une augmentation de la créatinine. Je suppose que c'est clair pour tout le monde. Eh bien, on peut avoir aussi une augmentation de la kaliémie. Donc, au moindre doute, n'hésitez pas à faire un ionogramme et une créatinine à vos petits vieux s'ils prennent des INS, et d'une façon générale, évitez les traitements chroniques par INS et par aspirine à dose antalgique ou anti-inflammatoire. Aspégique à 100 mg par jour, anti-agrégant plaquettaire, on n'observe pas ces effets-là néfastes sur le rein. Tube digestif, ça vous le connaissez tous. Vous savez tous que les INS et l'aspirine sont toxiques pour le tube digestif. Pourquoi? Eh bien parce que les prostaglandines inhibent la sécrétion acide gastrique et surtout, elles exercent une action cytoprotectrice sur la muqueuse digestive, en particulier sur la muqueuse gastro-duodénale. Et donc quand on bloque ces prostaglandines, eh bien on va favoriser l'agression des ions H+ pour la muqueuse et favoriser la survenue d'atteintes digestives. Alors, quelles sont ces atteintes digestives? Ça peut être des choses pas graves du tout, comme des signes fonctionnels, des sensations de brûlure, un peu nauséeux. Et puis, ce qui est important à savoir, notamment pour l'examen national classant, c'est qu'il peut y avoir des complications graves, qui ne sont pas exceptionnelles, qui sont rares, mais comme les INS sont très utilisés en termes de quantitatif, ce n'est pas exceptionnel. Et ces complications graves, c'est l'ulcère, donc au niveau gastro-duodénal, l'ulcère, la perforation, les hémorragies. Et il faudra éventuellement intervenir chirurgicalement. Comment prévenir? Là aussi, il y a des populations à risque, et les sujets à risque, les sujets âgés, sont particulièrement à risque d'hémorragie digestive, enfin de complications digestives graves. Et toute personne qui a un antécédent d'ulcère, enfin de complications graves sous INS, eh bien est à risque important de récidiver si on lui en donne. On a depuis une vingtaine d'années presque maintenant, beaucoup réduit ces complications en utilisant des protecteurs de la muqueuse gastrique. Le misoprostol, qui est un analogue de prostaglandine,
mais on ne l'utilise pas beaucoup parce qu'il induit des diarrhées, donc les patients ne sont pas très contents d'avoir des diarrhées. Et puis le grand succès des inhibiteurs de pompe à protons, ça inhibe la pompe H+, donc ça fait augmenter le pH intragastrique, et donc de ce fait ça protège de la toxicité des AINS. Une autre parenthèse, la toxicité gastro-duodénale des AINS et de l'aspirine, elle a deux composantes. Elle a une composante locale et une composante générale. Si vous prenez l'aspirine alors que vous n'avez pas mangé depuis 12 heures, là c'est la meilleure façon d'avoir un ulcère gastrique, d'accord, le fait d'être à jeun. Parce que là, c'est une question de contact direct probablement. Autrefois, quand on utilisait des comprimés d'aspirine, mon prof de pharmaco, moi, il nous racontait qu'on voyait des ulcères à l'emporte-pièce au niveau de l'estomac, avec un ulcère et avec au fond de l'ulcère, le comprimé qui n'était pas délité. Donc c'est la raison pour laquelle vous, quand vous prescrivez à vos patients de l'aspirine, je vous en prie, choisissez une forme soluble, comme l'acétylsalicylate de lysine, c'est-à-dire l'aspégique, parce que l'aspégique c'est soluble dans l'eau, donc ça va diminuer les concentrations locales sur la muqueuse gastrique. Évitez tout ce qui est comprimé soi-disant gastro-résistant. Alors les comprimés UPSA, n'en parlons pas, ça c'est complètement nul. Donc aspégique ou voilà, à visée antalgique ou anti-inflammatoire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, un effet, une toxicité locale et aussi un effet général. Si vous donnez à un patient en perfusion un AINS, vous pouvez lui induire une toxicité gastrique. Donc il y a les deux composantes, la composante locale prédomine. Il y a également une toxicité digestive basse qui peut se traduire par des ulcères au niveau de l'intestin grêle, voire des malabsorptions. Méfiez-vous-en beaucoup aussi chez les sujets âgés. Voilà, donc, non, il faut que je revienne en arrière. Donc pour le tube digestif, je vous ai dit l'essentiel. Au niveau des vaisseaux sanguins, on ne va pas du tout s'attarder là-dessus, c'est très complexe. Retenez dans le principe que des prostaglandines importantes sont vasodilatatrices. Donc quelque part, on va favoriser la vasoconstriction. On vient de le voir au niveau du rein et on va le voir un peu plus loin chez le fœtus. Alors, appareil reproducteur et grossesse. On a à la fois ici un effet bénéfique et là des effets néfastes. Alors l'effet bénéfique, bien l'aspégique et les AINS, les prostaglandines sont impliquées dans la contraction du muscle utérin et dans la contraction des muscles digestifs, mais surtout dans la contraction du muscle utérin. Et les prostaglandines, notamment, vont d'ailleurs déclencher l'accouchement, l'accouchement physiologique. Bon, c'est le fait de les bloquer, ça vous explique les propriétés antalgiques de la dysménorrhée primaire. Primaire, ça veut dire qu'elle n'a pas de cause, ça veut dire les douleurs au moment des règles. D'où le succès. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas beaucoup l'aspégique ? Eh bien parce que l'aspégique fait augmenter théoriquement le saignement. Okay, donc c'est pour ça que les femmes utilisent plus volontiers l'Advil, des médicaments comme l'Advil pour les dysménorrhées primaires. La grossesse, ça c'est très important. Vous devez vraiment vous en souvenir pour le restant de votre vie, que ce soit à titre personnel, mais surtout à titre médical, car on assiste encore aujourd'hui, en 2009, à des accidents. Les prostaglandines jouent un rôle physiologique très important au cours de la grossesse. Elles permettent de maintenir ouvert le canal artériel. Elles permettent de maintenir le débit sanguin rénal fœtal. Et puis au moment de l'accouchement, je viens de vous le dire, elle participe à son déclenchement et au déroulement du bon travail, à sa relative rapidité. Quand on bloque les prostaglandines, surtout quand on avance dans la grossesse, dans le temps, on peut induire la fermeture in utero du canal artériel, partiel ou total. Et la conséquence extrême,
c'est la mort in utero du fœtus. Ça nous arrive encore aujourd'hui, des femmes enceintes de 8 mois, hein, qui vont très bien, mais qui ont par exemple la lombo-sciatique due à la grossesse, parce que ça c'est système tambour, hein, ça tire devant donc on a mal derrière, okay, qui appelle SOS médecin, un médecin qui n'est pas au courant de cet effet-là, qui pour la soulager va lui faire une injection d'AINS injectable, et cette dame elle peut perdre son bébé dans les jours qui suivent, pour une grossesse parfaitement normale. Et plus on est proche du terme, plus il y a un risque. D'où la contre-indication absolue. Et puis pour ne pas faire dans la dentelle, hein, on balaye tout très large, quelle que soit la dose, quelle que soit la voie d'administration, à partir du 6e mois de grossesse. 6e mois de grossesse, ça veut dire pour les 4 derniers mois. Bon, ça peut aussi induire un retard à l'accouchement, mais comme de toute façon on ne les utilise pas à ce moment-là. Bon, on peut être amené dans des cas particuliers chez des femmes enceintes à donner l'aspégique à dose anti-agrégante plaquettaire, 100 mg par jour. Et là encore, je me répète, c'est une dose qui ne va pas induire ces effets délétères-là. Alors, ah oui, l'oligoamniose, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ça? Diminution du liquide, du volume du liquide amniotique. Qu'est-ce que c'est le liquide amniotique? C'est l'urine fétale. Donc, quand vous avez un oligoamniose ou à la limite un anamniose, eh bien cela signe une souffrance rénale fétale. Cancérologie, alors ça c'est plutôt des effets bénéfiques qui sont plus à l'étude, enfin il y a différents types d'études expérimentales et cliniques qui sont en cours. C'est que la prostaglandine participerait à la prolifération des cellules cancéreuses, et on a bien établi chez l'animal, et il y a des choses intéressantes chez l'homme, comme quoi de bloquer les prostaglandines peut avoir un petit effet bénéfique dans les cancers. En particulier, ça diminue l'incidence des cancers colorectaux parce que les prostaglandines sont vraiment impliquées au niveau de la muqueuse colorectale dans la prolifération des cellules. Et ça diminue les polypes, toujours les polypes colorectaux. Sur l'immunité innée, hein, les AINS ne sont pas autant... Bon, les prostaglandines participent aux défenses de l'organisme. Quand on les bloque, on peut diminuer les processus de défense. L'effet n'est pas aussi puissant que celui qu'on obtient avec les glucocorticoïdes qui bloquent les cytokines, parce que les glucocorticoïdes c'est en amont, tandis que là c'est plus en aval, c'est moins important. Mais on a quand même suffisamment de doutes, hein, et suffisamment de dossiers de pharmacovigilance pour craindre que les AINS ne favorisent certains processus infectieux. Et ce qui fait qu'il y a eu un certain nombre de varicelles fulminantes chez des enfants, hein, qui avaient une varicelle apparemment banale, hein, et auxquels on a donné un peu d'ibuprofène. Et ils ont fait un truc gravissime. Et également les stomatologues ou bien les dentistes savent bien qu'il ne faut pas utiliser d'AINS seul quand on a des problèmes dentaires. Parce qu'on risque des complications infectieuses avec des cellulites. Et si jamais vous utilisez des AINS chez quelqu'un qui a un problème dentaire, il faut toujours que ce soit sous couverture antibiotique. Donc là, je vous ai fait une diapo spéciale pour la grossesse, pour vous marquer les esprits, hein, parce que c'est en vous passant le message à vous, hein, qu'on évitera des bêtises et qu'on évitera des drames, parce que même s'il n'y a qu'un seul cas en France par an, eh bien c'est un cas inacceptable, vous êtes bien d'accord. Quelle que soit la voie d'administration, ça c'est l'histoire récente qui s'est bien finie d'une jeune femme kinésithérapeute. Hein, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des kinésithérapeutes qui utilisent très volontiers des AINS en gel pour masser leurs patients. Et elle massait ses patients toute la journée avec un gel, je ne sais pas si c'était Ketom ou c'était Voltaren, Emulgel, peu importe. Hein, et elle faisait ça sans gants, pour se protéger elle. D'accord ? Et elle a failli perdre son bébé parce que, qu'est-ce qui s'est passé ?
eh bien, elle utilisait tellement d'AINS par voie cutanée qu'il y a eu une résorption importante de l'AINS par la peau et que l'AINS a exercé un effet sur le fœtus. Donc, quelle que soit la voie d'administration, y compris la voie cutanée, la voie topique. Quand vous mettez un AINS sur la peau, il y en a une grande quantité qui passe dans la circulation générale. Et il y a quelques mois, on a vu une dame qui était un petit peu bizarre dans sa tête à l'hôpital Cochin. Elle se tartinait tous les jours un tube de Voltaren sur le corps. Elle est arrivée à l'hôpital. Si, ça existe. Elle avait une insuffisance rénale aiguë, simplement due à l'AINS. Enfin, insuffisance rénale qui, pas vraiment aiguë, mais en tout cas, voilà. On a arrêté le Voltaren, ça s'est beaucoup amélioré. Mais elle a certainement repris ses badigeonnages quand elle est rentrée chez elle. Ça, c'est un autre problème. Bon, en conclusion des AINS. Donc là, je ne peux pas vous en dire moins sur les AINS. Vous avez compris que j'aimais bien cette classe-là. Donc je pourrais vous en parler plus longtemps, mais ça, c'est le minimum vital à savoir, parce qu'il y a tellement de gens qui en prennent qu'il faut bien tout connaître. Alors, en résumé, l'aspirine et les autres AINS, ils ont tous le même mécanisme d'action. Il en résulte donc les mêmes propriétés pharmacologiques d'intérêt thérapeutique, mais en même temps les mêmes principaux effets indésirables qu'on vient de voir. Toxicité digestive, toxicité rénale, toxicité fœtale, fœto-maternelle on va dire. Ces effets sont dose dépendants, sous-entendu, pour un médicament donné, plus vous augmentez les doses, plus vous avez de risques d'avoir des trous dans l'estomac, une insuffisance rénale, etc. Les plus puissants anti-inflammatoires, ils marchent peut-être mieux, mais ce sont aussi les plus toxiques. Donc on ne gagne pas, on appelle ça en anglo-saxon, on n'a pas l'équivalent en français, des me too drugs, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui semble avoir un rapport bénéfice-risque nettement plus favorable que les autres. Il y a tout de même quelques différences. On en a déjà vu une tout à l'heure, c'est la particularité de l'aspirine à faible dose, qui est la seule à inhiber la coxin et qui a un puissant effet, enfin un effet notable anti-agrégant plaquettaire. Certains AINS ont des effets indésirables particuliers, qui font que, notamment immunoallergiques, qui font que qui ne résulte pas de l'inhibition de la synthèse des prostaglandines. Par exemple, la phénylbutazone et l'oxyphénylbutazone, qui ne sont pratiquement plus utilisés et dont vous ne devez même pas connaître le nom en fait, eh bien, sont des médicaments qui peuvent induire une agranulocytose. C'est immunoallergique et ça ne se voit pas avec les autres AINS. La principale différence entre les différents AINS, c'est leur demi-vie d'élimination, c'est-à-dire des caractéristiques pharmacocinétiques différentes, qui va conditionner une durée d'action plus ou moins longue. Voilà. Il y a des AINS à courte demi-vie, donc à courte durée d'action. Il y a des AINS comme, bon, je ne vous donne pas le nom parce que vous avez assez de noms, qui ont une durée d'action plus longue. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'aspirine ?